Salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog numéro 15, 15e vlog déjà. Un vlog où je suis en Ardèche, je passe une semaine en famille avec les enfants. Ça fait vraiment du bien de pouvoir se reposer, de pouvoir se ressourcer et passer du temps en famille, c'est vraiment cool. Mais voilà, je ne vous oublie pas et je prends un peu de temps pour vous faire ce vlog. D'autant plus que j'ai des choses sympas à vous partager. Cette semaine, j'en ai profité beaucoup pour lire et j'ai pu me replonger dans les livres de Harry Browne. Et notamment, j'en ai lu un que j'avais jamais lu qui s'appelle Fail Safe Investing. Donc c'est un livre qui est qu'en anglais. Et c'est dans ce livre-là qu'il nous parle pour la première fois du permanent portfolio. Donc le portefeuille permanent d'Harry Browne. C'est quelque chose qui est bien connu des investisseurs. C'est un portefeuille qui est composé de 4 classes d'actifs et qui est censé résister à tous les événements économiques qu'on peut rencontrer. Que ce soit un marché baissier, un bear market, que ce soit ce qui nous intéresse, un marché haussier, ce qu'on aime, un bull market pour les actions, ou qu'on soit dans un contexte économique inflationniste ou déflationniste, ce portefeuille il peut résister à tout. Et il le fait, il résiste à tout, puisque, je vais changer de main, puisque Harry justement nous l'explique et nous le prouve. Son portefeuille, il l'a créé dans les années 70 et entre 70 et 2020, c'est un portefeuille qui a fait entre 9 et 9,9% par an chaque année. C'est un portefeuille qui arrive à faire la performance du marché des actions, mais en fait en ayant une volatilité qui est beaucoup plus faible et beaucoup plus rassurante. C'est vraiment un portefeuille bon père de famille. Le bouquin est super intéressant, je vous le conseille si vous lisez l'anglais. Si vous ne le lisez pas, c'est de l'anglais quand même assez basique et assez facile. Donc c'est un livre qui est vraiment sympa. Et dedans, il nous fait tout un chapitre sur la dette et la bourse. Et j'ai trouvé que c'était vraiment super intéressant et c'est bien d'en parler. Puisque vous le savez, on peut investir en bourse avec son propre argent. Et c'est vraiment ce que conseille de faire Harry Browne. Toujours investir avec son propre argent. Mais on peut aussi le faire avec de l'argent emprunté. Donc en France, ça s'appelle le SRD, le service de règlement différé. Il y a plein de choses qui existent en bourse que je ne vais pas détailler ici. Il y a les contrats futurs, il y a le short qu'on peut faire, c'est-à-dire la vente à découvert. Et le gros danger de ça, c'est d'utiliser de l'effet de levier en fait. On va utiliser de l'effet de levier, on va emprunter de l'argent qu'on n'a pas pour investir en bourse. Et l'effet de levier marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous êtes un très bon investisseur, on va dire, ou un très bon spéculateur en tout cas, et que ça marche bien, vous multipliez vos gains à la hausse. Donc si vous avez un effet de levier de 2, si l'action elle fait plus 10%, vous allez faire plus 20%. Et ainsi de suite. Et si l'action fait 50%, vous allez faire plus 100%. Le problème du levier, c'est qu'il fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous avez un levier de 2 x 2, si l'action perd 50%, vous perdez 100%. Et c'est ce qu'on appelle en bourse l'appel de marge, c'est-à-dire que vous êtes liquidé, vous pouvez perdre tout votre capital. Donc il faut y faire super attention. Et donc non seulement emprunter de l'argent en bourse, je vais faire une petite parenthèse aussi, emprunter de l'argent à d'autres gens, puisque j'ai vu des gens faire ça, pour pouvoir investir en bourse, emprunter de l'argent à des proches, ou alors faire carrément un crédit conso. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des idées à la con. Il faut surtout pas le faire. Ça peut vraiment vous mettre dans la merde. Surtout si vous n'êtes pas formé, il y a des très bonnes façons d'investir en bourse. Et j'insiste, je parle vraiment d'investir. Quand on achète des ETF, on investit puisqu'on achète tous les indices. C'est du long terme, c'est de l'investissement. Après, faire de la spéculation, moi j'ai rien contre la spéculation, j'aime bien. Quand on achète une action Tesla par exemple, ou ce que vous voulez, moi j'aime bien les Tesla, j'ai des actions Tesla. Donc bien sûr, ce n'est pas un conseil d'investissement, je le répète. Mais moi, je fais ça dans une optique d'investissement parce que je compte les garder à long terme. Mais j'espère que l'entreprise va continuer à performer et continuer à performer. Quelque part, ça s'apparente à de la spéculation d'une certaine façon, puisque j'espère que l'action va continuer de monter. Et quand on spécule, justement, il ne faut vraiment pas le faire avec de l'argent emprunté, parce que ça peut vraiment nous mettre dans la merde. Et c'est vraiment pas une bonne idée, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Et justement, dans le livre, Harry Browne, il nous explique qu'il connaît des milliardaires, enfin, il ne donne pas les noms, mais il parle de milliardaires qui ont fait banqueroute, qui sont carrément revenus au point de départ, à zéro. Et ces gens-là, il explique qu'à chaque fois, ça n'a pas été parce qu'ils ont eu des mauvais conseillers en investissement, c'est pas parce qu'ils ont fait des mauvaises affaires, c'est tout le temps parce qu'ils ont emprunté de l'argent
pour continuer de faire grossir leur fortune et que ça s'est mal passé. Et ça notamment, on peut le voir en IMO. Alors avec les crédits amortissables, quand on achète de l'IMO pour le louer, bon, le temps joue avec nous quand même. Alors il ne faut pas faire n'importe quoi, mais si vous achetez bien et que vous avez les loyers qui vont en face et que le bien il est rentable, il est à 9, 10, 11% de rentabilité, le temps joue pour vous. Si il n'y avait pas trop de travaux, si vous avez fait les travaux, vous avez rénové à neuf, normalement vous avez quand même peu de chances de vous planter. Et même si le marché descend très fort, comme c'est arrivé par le passé, vous avez quand même vos loyers qui ne vont pas chuter aussi vite, il y aura un temps de latence et ça vous protégera. Mais pour de l'achat-revente, il faut quand même faire très très attention parce que voilà, si vous empruntez et que le marché baisse, ça peut être dramatique. Et donc dans le livre, Harry il nous parle de l'exemple d'un multimillionnaire qui fait construire, je crois que c'est un centre commercial, et qui met quelques millions et qui en emprunte 5 fois plus. Et l'investissement ne fonctionne pas, rien ne va comme prévu, l'investissement perd 30% de sa valeur. Et du coup, il se retrouve obligé de combler avec ses propres deniers. Et vu l'effet de levier, là, à quel point il est multiplié, et mettons qu'il ait mis 10% d'apport, qu'il ait mis 3 millions et qu'il en ait emprunté 27 pour faire un projet à 30 millions d'euros, ou en tout cas de dollars pour Harry Browne, un projet à 30 millions de dollars, et voilà, si lui était millionnaire à 5, 6, 7, 8 millions d'euros et qu'il avait fait un projet comme ça, si le projet chute de 30%, ça fait perte de valeur de 9 millions, et que le projet ne fonctionne pas, qu'il peut plus se vendre, que c'est pas égal à la marge, on peut se retrouver vraiment dans la merde. Et lui, en tout cas, il explique que les millionnaires qu'il a connus, qui ont fait banqueroute, c'est souvent dans des choses comme ça, quoi. Et je sais que, pour moi en tout cas, j'y fais super attention, puisque ce que j'ai toujours voulu, avant tout, avant l'argent, c'est la liberté. C'est ma liberté, c'est être libre, c'est pouvoir travailler quelques heures par jour, c'est pouvoir aller au sport, c'est pouvoir prendre du temps pour moi. Ça m'a pris des années et des années pour arriver à faire ça. Ça m'a pris 12 ans, c'est long. Et et j'ai envie que ça dure le plus longtemps possible, que ça dure toujours. Et donc ça fait partie de mes valeurs principales. Je dois prendre soin de ça en tout cas, faire attention à préserver ça, à continuer de développer mon patrimoine parce que ça m'intéresse. Bien sûr, j'ai toujours envie de faire plus, j'ai toujours envie de faire mieux, mais pas à n'importe quel prix et pas faire n'importe quoi. Et il y a maintenant 1 an et demi, on m'a proposé un projet qui était un peu comme ça, alors pas à cette échelle-là, mais c'était la construction de 20 maisons. Et j'allais perdre plusieurs choses sur ce projet-là. Déjà, j'allais perdre beaucoup de mon temps et de mon confort de vie, puisque c'est un chantier qui allait me demander énormément de suivi, énormément de temps à passer dessus, et de travail, puisqu'il y a des choses qu'on ne peut pas déléguer sur ces projets-là. J'allais mettre de l'apport et j'allais utiliser un gros effet de levier bancaire. Donc si le projet se passe bien, certes je vais sacrifier du temps et mon patrimoine va exploser parce que c'est un projet qui est quand même très intéressant. Mais si le projet se passe mal, ça pouvait mettre carrément en danger ma sécurité financière. Et c'est ce que dit et ma liberté financière et ma liberté tout court. Et c'est vraiment ce qu'explique Harry dans le livre, c'est que si on doit faire des projets comme ça dans l'immobilier avec un gros effet de levier, il ne faut jamais être caution perso. Et ça, c'est quelque chose que j'applique vraiment dans ma société de marchand de biens. C'est que sur tous les projets que je fais, je ne suis jamais caution perso. Je ne veux pas être caution perso. Donc je préfère faire 3 projets à 500 000 euros que faire un projet à 1,5 million, par exemple. Parce que 3 projets à 500 000 euros, la probabilité que tous les projets se passent mal et tous foirent, elle est très faible. Et voilà, alors que la probabilité qu'un d'entre eux parte en sucette, elle existe quand même, malheureusement. Donc il faut y faire attention et il vaut mieux qu'il y ait un projet à 500 000 euros qui foire qu'un projet à 1,5 million si en rapport avec sa situation patrimoniale, ça peut vraiment foutre la merde et qu'on puisse y sacrifier sa liberté. Donc c'est quelque chose auquel je fais très attention. Et je pense que tout le monde devrait y faire attention parce que l'effet de levier c'est génial et il ne faut pas cracher dessus. Dans l'immobilier, c'est vraiment ce qui permet de se créer un patrimoine, c'est vraiment ce qui permet de s'enrichir et c'est vraiment ce qui permet d'avancer. Et j'utilise l'effet de levier chaque année et je continue de l'utiliser, que ce soit pour du crédit amortissable pour des biens qui rentrent dans mon patrimoine ou pour faire de l'achat-revente. Mais en revanche, sur tous ces projets-là, je fais bien attention de ne pas être caution perso au cas où ça parte en sucette.
C'est là où il faut faire d'ailleurs très attention avec les associations, les projets en SCI, justement pour ce côté caution perso. Donc sur un crédit amortissable, comme je le disais, c'est quand même moins gênant, mais sur de l'achat-revente, si le marché se retourne, c'est arrivé à Lyon, alors moi j'étais jeune à l'époque, je ne travaillais pas encore, j'avais 11 ans ou 10 ans, mais c'est arrivé en 1990 ou 92, en tout cas il y a une grosse crise de l'immobilier, et à l'époque la valeur de l'immobilier à Lyon, elle a carrément été divisée par 2, et il y a un paquet de promoteurs de l'époque qui ont déposé le bilan, qui ont mis la clé sous la porte. Et ça a fait vraiment du dégât. Et moi, pour avoir travaillé des années sur Lyon et en avoir parlé à beaucoup de promoteurs, ils se rappelaient tous de cette époque, enfin en tout cas tous ceux qui étaient en activité à ce moment-là, parce que ça avait été vraiment chaud les marrons. Et donc voilà, si ce qu'on a emprunté, ça représente, on est caution dessus, et ça représente une somme dont on peut se permettre par rapport à son patrimoine, ça va. Mais si c'est trop gros et si l'effet de levier est trop important, on peut y laisser des plumes, on peut y laisser même tout. Et je pense qu'en tout cas, tous les investisseurs, on connaît tous, et moi j'en connais, pas personnellement, mais je connais de nom, des gros investisseurs, des gros promoteurs qui avaient des fortunes de plusieurs dizaines de millions d'euros et qui ont tout simplement tout perdu, justement à cause de problématiques comme ça. Donc voilà, en tout cas, c'est le message que je voulais faire passer, c'est que l'argent, ça fait plaisir, on en a besoin. Après, c'est pas l'argent pour l'argent, voilà. Faut savoir pourquoi on veut de l'argent. Moi, je le sais. C'est pour avoir ma liberté, c'est pour pouvoir profiter de la vie, pour pouvoir faire du sport, pour pouvoir voyager, pour pouvoir profiter de mon temps, parce que c'est le temps, la ressource la plus précieuse. Et donc, toujours, on prend des risques, parce qu'on est des investisseurs, on aime prendre des risques. Mais voilà, il faut les mesurer. Parfois, entre un coup de génie et un coup de folie, il n'y a vraiment qu'un pas. Il y a des coups de poker qu'on peut tenter, qui peuvent nous faire exploser. Dans les deux sens du terme. Exploser en patrimoine ou exploser en plein vol. Et donc, il y a un avion qui passe là-haut, un ULM. Si on a envie de, si on explose en patrimoine, tant mieux. Si on explose en plein vol, c'est pas ce qu'on veut. Donc, voilà, faites attention à l'endettement, faites attention à cet effet de levier. C'est le message que je voulais faire passer. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à lundi pour un prochain podcast, à vendredi pour un prochain podcast avec Yann. Et voilà, abonnez-vous, likez, le petit commentaire pour le référencement, ça fait plaisir. Et puis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Salut!